Ok, c'est reparti pour une autre série de cela. Aujourd'hui, on va voir le chapitre tant attendu, l'équation de Schrödinger. C'est le chapitre numéro 3 et on va le lire ensemble, le comprendre et je vous expliquerai. Je vais le lire, le comprendre et vous expliquer à chaque fois les choses que je comprends au fur et à mesure. Du coup, ici, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait vu un peu les bases de la physique quantique, non, les bases de la physique, et puis on a vu les particules, tout ce qui est conservation d'énergie et tout ça. Et puis vraiment, là où on a commencé, c'est vraiment l'origine de la physique quantique. On a vu par où on a commencé. Pourquoi on postule qu'une particule peut être vue comme une onde. Ou encore pourquoi la lumière, on dit qu'elle est faite de particules. On a vu tout cela dans les précédentes vidéos. Et aujourd'hui, après une longue hâte pour ce chapitre, on va commencer le chapitre tant attendu, l'équation de Schrödinger. Chapitre 3, c'est parti. Ce chapitre est composé de, on va voir ça maintenant. Attendez, annexe, il est où l'annexe? Enfin, il est où le sommaire? Chapitre 3 est composé de 4 parties. La première partie, c'est l'origine. On va voir un peu, on va revoir l'origine, mais peut-être pas comme avant, mais on va voir l'origine un peu de l'équation de Schrödinger, comment on en est arrivé à là. Et puis on va voir l'équation de Schrödinger, donc l'équation d'onde d'une particule libre. Okay, on va voir comment on décrit une particule libre grâce à son équation. Puis on va voir la particule dans un puits de potentiel. Okay, et finalement, on verra l'équation de Schrödinger. Et puis on verra l'équation de Schrödinger, l'équation de Schrödinger stationnaire. Okay. Bien sûr, on verra en annexe la formalisme de Hamiltonien en mécanique classique. En annexe la méthode de séparation des variables. Et puis, c'est tout. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça, j'ai jamais lu encore. J'avais été au cours, j'avais vu les vidéos et tout, et j'ai jamais flotté. Du coup, ça veut dire que là, je vais lire une première fois, je ne sais pas les choses importantes et tout. C'est la première fois que je lis ça, quoi. Origine. À chaque particule est associée une onde. Cette propriété est vraie aussi pour les particules dont la masse est nulle, comme les photons, que pour les particules massiques. En gros, on dit que toute particule, que ce soit le photon qui a une masse nulle ou les autres particules qui ont une masse, eh bien, tous possèdent, on va dire, tous ces particules-là peuvent être associées à une onde. Pour l'instant, on ne nous dit pas comment. On verra comment on peut les associer à une onde. Parce qu'en fait, ils se comportent comme une onde et du coup, on peut associer une onde à eux là. Et du coup, on peut aussi on verra plus tard, on va pas spoiler maintenant. Nous avons vu au chapitre 2 que dans le cas de la lumière, la notion d'onde a précédé la notion de particule. Okay? Avant le fait qu'il y avait l'onde, en gros, la notion qu'une particule était une onde, la notion d'onde a précédé la notion de particule. La notion d'onde. Ok. Là, on parle de la lumière. En gros, le fait que la lumière était une onde, on l'avait vu avant avec l'expérience de Young, et maintenant et puis après on a postulé que en fait cette lumière non seulement elle se comporte comme une onde, mais aussi elle fait des particules parce qu'elle échange son énergie comme une particule et rentre en collision avec les électrons pour échanger son énergie. Du coup, elle se comportait comme une particule et on a vu, même démontré, comment on arrive au fait que ces photons avaient une masse nulle. Parce que leur énergie, on a vu qu'en réalité, ça correspondait à l'énergie d'une particule qui a une masse nulle. Bref. Le grand mérite de Broglie est d'avoir découvert le caractère général de l'existence d'une onde associée à une particule. Le fait d'avoir unifié le traitement des particules de masse nulle avec celui des particules de masse non nulle est très important. En effet, il n'est pas possible d'établir expérimentalement. Le grand mérite de Broglie est d'avoir découvert le caractère général à l'existence d'une onde associée à une particule.
Le fait d'avoir unifié le traitement des particules de masse nulle avec celui des masses, avec celui des particules de masse, avec, avec celui des particules de masse non nulle est très important. En effet, il n'est pas possible d'établir il n'est pas possible d'établir en effet, il n'est pas possible d'établir expérimentalement que la masse d'une particule est réellement nulle. On peut seulement établir que cette masse est plus petite qu'une certaine valeur. Il est donc, il est donc rassurant que la différence entre les propriétés d'une particule de masse nulle et celle d'une particule de masse très faible soit peu marquée. En gros, on dit que en fait, on ne peut pas prouver qu'une particule a une masse nulle. Par contre, on peut dire qu'elle est inférieure à une certaine valeur. Et quand les particules sont inférieures à une certaine valeur, on les classe dans les particules qui ont une masse nulle. C'est ça que ça veut dire. Parce que expérimentalement, on ne peut pas prouver qu'une particule a une masse nulle. Mais voilà. Mais on peut dire qu'elle est inférieure à une certaine masse. Et donc, si on est inférieur à une certaine masse, eh bien, on peut être considéré comme une masse nulle. Tout comme le photon ou bien encore peut-être d'autres particules dont j'ignore. Ok. Il est donc rassurant que la différence entre les propriétés des particules... Ok, bref, on a déjà lu ça. On va quand même le relire. Il est donc rassurant que la différence entre les propriétés d'une particule de masse nulle et celle d'une particule de masse très faible soit peu marquée. Pas de différence entre les particules de masse nulle et ceux qui n'ont pas beaucoup de masse. À partir du moment où les ondes de matière ont été découvertes, il était naturel de chercher une équation d'onde. Il était naturel de chercher une équation dont ces ondes sont solutions. En gros, il faut savoir qu'avant le fait que la lumière, enfin, avant le fait que la matière est onde aussi, en fait, chaque onde avait son équation d'onde. Les ondes sonores, ils avaient leur équation d'onde et la solution de cette équation d'onde était, on va dire, la propagation de cette onde était une fonction qui décrit la propagation de cette onde dans le temps et dans l'espace. De même que l'onde de corde, on a aussi trouvé une équation d'onde dont la solution est une fonction qui nous donne la propagation de celui-ci au cours du temps et au cours de l'espace. Et on a aussi vu l'onde électromagnétique, et même l'onde électromagnétique dont les équations, dont on a obtenu une équation et dont la solution de cette équation était une fonction qui décrivait sa propagation au cours du temps et de l'espace. Et bien maintenant qu'on a vu que la matière est aussi une onde, il est quand même légitime de chercher une équation d'onde pour ce type d'onde, on va dire. Et du coup, voilà, c'est ça que Schrödinger s'est dit que tiens, on va quand même se mettre à travailler pour voir comment on peut trouver une équation d'onde pour les ondes de matière. Parce que, en fait, tu ne peux pas être une onde sans avoir une équation qui te décrit, dont la solution donne ta position au cours du temps. En gros, la manière dont tu te propages dans l'espace et dans le temps. Donc, il fallait que cette onde de matière que De Broglie a trouvée, il fallait qu'il ait une équation d'onde. Et c'est là que Schrödinger apparaît. C'est à Erwin Schrödinger que nous devons cette équation en 1925. La façon dont Schrödinger a découvert, a imaginé la forme de cette équation, voir le paragraphe suivant, n'est rien qu'une... La façon dont Schrödinger a imaginé la forme de cette équation n'est en rien une démonstration. Il a construit une équation plausible à partir des informations dont il disposait à l'époque. En gros, il avait, on va dire, des informations comme, en gros, avec toutes les informations qu'il avait, c'est-à-dire l'énergie de l'onde de matière, sa pulsation, son longueur d'onde, sa pulsation, son impulsion, quoi d'autre, son énergie potentielle, bref, en gros, tout ce qui est disposé pour maintenant cette nouvelle onde, tout ce qui est disposé, il l'a pris
et on a fait une équation d'onde. C'est comme si on a donné des ingrédients et lui, il devait faire un gâteau. Et ben voilà. Il a pris les ingrédients, il les a mis ensemble et il a fait le gâteau. C'est ce qui s'est passé en fait. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a eu cette équation qui nous est utile, qui nous est très utile aujourd'hui encore. Et bien sûr, pourquoi vous allez me dire qu'on l'a accepté? On va voir ça maintenant. En tout cas, cette équation n'a pas été démontrée, elle a été proposée comme ça et elle a été obtenue avec toutes les informations qu'on disposait à l'époque. Et du coup, voilà. Schrödinger a réussi à combiner ces différents Schrödinger a réussi à combiner ces différentes informations et à établir une équation beaucoup plus générale que les éléments dont il est parti. Okay. L'équation de Schrödinger, avec ses généralisations relativistes, permet d'expliquer tous les résultats expérimentaux connus à ce jour, dans la mesure où des calculs suffisamment précis sont plausibles. Cet accord avec l'expérience et la justification de l'équation de Schrödinger. Nous pouvons donc la postuler sans aucune tentative de justification. En gros, l'équation que Schrödinger a réussi à pondre, en fait, elle marchait tellement bien, elle nous permettait de calculer tellement précisément qu'on s'est dit qu'on va l'accepter comme ça parce qu'en fait, elle décrit la réalité, quoi. Elle décrit ce qu'on avait. Elle décrit ce qu'auparavant on voyait, mais qu'on ne savait pas expliquer. Elle arrivait à décrire ce qu'on voyait auparavant, mais qu'on ne savait pas expliquer. Du coup, voilà, c'est comme si c'était une solution à plein de mini-problèmes qu'on avait avant quand on faisait les expériences. On faisait des expériences, on donnait des conclusions, mais on ne comprenait pas pourquoi. Et bien, Schrödinger, grâce à l'équation d'onde qu'il a réussi à trouver, et bien, grâce à cette équation-là, on a réussi à justifier un peu tous les résultats expérimentaux qu'on avait jusqu'à maintenant. Et du coup, bah voilà. Et du coup, on a accepté cette équation sans chercher à la justifier. Du coup, voilà. Euh, parallèlement à la démarche de Schrödinger, parallèlement à la démarche de Schrödinger, une autre approche de la physique quantique basée sur les matrices, des matrices est due à Werner et Heisenberg. Très vite, l'équivalence entre ces deux méthodes a pu être prouvée. La théorie ondulatoire de Schrödinger est plus simple car elle fait appel à la notion d'onde qui est bien connue. Cependant, l'interprétation physique précise des solutions de l'équation de Schrödinger est délicate et pose encore des problèmes de principe à l'heure actuelle. Cette interprétation sera abordée au chapitre 4. En gros, la solution de l'équation de Schrödinger que Schrödinger a trouvée, en gros, vous voyez la solution de l'équation que Schrödinger a trouvée, eh bien, on ne sait pas l'interpréter. Comparé aux autres ondes qu'on avait étudiées avant, genre l'onde sonore, l'onde de corde, l'onde de matière ou l'onde lumineuse, eh bien, on savait interpréter la solution de leur équation d'onde. Bah, elle faisait quoi? Elle décrivait, on va dire, leur propagation au cours du temps et dans l'espace. Et bien maintenant, celui-là, on ne sait pas l'interpréter. Et vous allez voir pourquoi. Enfin, en fait, elle est bizarre, en fait, cette solution. Mais voilà, c'est une solution qui, quand on le fait faire des opérations, on obtient des choses réelles qui justifient un peu ce qu'on pouvait faire comme expérience avant. Et du coup, voilà. Et du coup, bah là, il y a deux manières de décrire. On va dire, la physique quantique. On l'a décrit avec l'équation d'onde de Schrödinger. Ça, c'est quand on considère le comportement des particules comme si c'était une onde. Et puis, il y avait aussi la manière de Heisenberg qui la décrivait avec une matrice. Je ne sais pas comment, genre, je ne sais pas comment, avec les matrices, il a réussi à décrire les phénomènes quantiques qu'on peut observer jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. Du coup, il y a deux manières de décrire. Pour l'instant, on se concentre sur celui de Schrödinger et puis celui de Heisenberg, on le verra l'année prochaine, en tout cas.
En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas parlé et on a déjà fini la partie de la physique quantique. En ce moment, on est vers la fin de la physique statistique, donc on entendra parler de la version de Heisenberg que l'année prochaine, si on va en physique. En option physique, bien sûr, parce qu'il y a ingénieur physique, ingénieur en construction, ingénieur électronique, ingénieur électromécanique, bref. Du coup, si on va en ingénieur physique, on vous fera un peu la version de Heisenberg, sûrement. Du coup, voilà. Partie infinie, l'origine, pourquoi et du comment. Du coup, on récapitule. On a eu à trouver, en gros, on a eu à trouver l'équation de Schrödinger parce qu'en fait, il fallait une équation qui décrivait le comportement de la matière qui est vue comme une onde. Vu que c'est vu comme une onde, on pouvait la décrire comme si c'était une onde. Et du coup, pour lui trouver à cette onde de matière une équation, eh bien, Schrödinger est parti de choses qui disposaient à l'époque, comme l'impulsion, comme la vitesse, enfin, je sais pas, tu vois, il y a plein de grandeurs qu'on disposait, plein de formules qu'on disposait, et avec ces formules-là, il les a combinées, et on a fait une équation qui, en réalité, justifie plein de expériences physiques qu'on avait fait jusqu'à maintenant, qu'on ne pouvait pas expliquer avant. Et du coup, voilà, on a accepté cela. On a dit que ça, c'est un postulat de la physique quantique. Et avec ça, on va faire plein de choses. Et du coup, voilà. Sauf que le seul défaut de cette manière de décrire les particules, en gros les ondes de matière, c'est que la solution de l'équation d'onde associée à une particule, eh bien, elle est difficile à interpréter. Et du coup, en tout cas, elle est délicate. Il y a deux écoles. Il y a des écoles qui pensent que cette solution est ça, et d'autres qui pensent que cette solution est ça. Pour l'instant, on verra un peu les deux écoles après. Voilà. Partie 2. Équation d'onde d'une particule libre.